Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Les informations qui vont suivre vont probablement changer totalement votre vision de One Piece. Pour ce faire, je les ai divisées en deux grandes parties, elles-mêmes découpées en deux sous-parties pour un total de 4 vidéos. Mais avant tout, il y a quelques questions que j'aimerais vous poser. Êtes-vous prêt à voyager dans les confins de la mythologie? Êtes-vous prêt à acquérir de nouvelles connaissances? Êtes-vous prêt à savoir? Et si je vous disais que dans une mythologie bien précise, nous retrouvons toutes les grandes lignes de One Piece, me croiriez-vous? Que dans celle-ci on y trouverait des références sur les Dix et les dragons célestes, Skypiea et sa cité d'or, l'île des hommes poissons, Alabasta, Raftel, les armes antiques, le Haki, les inspirations pour Garp, Dragon, Luffy, Barbe Noire ou encore Big Mom. Si toutes ces informations se retrouvaient dans une seule mythologie, ne serait-ce pas une des plus grosses trouvailles? Et si je vous disais que cette mythologie est bien réelle, et qu'à travers ces vidéos, vous allez en prendre connaissance? Me croiriez-vous? Êtes-vous toujours prêt à tout savoir sur One Piece? Allez, c'est parti! Pour cette histoire, nous plongeons en plein dans la mythologie hindoue, et plus précisément dans l'histoire de la grande guerre de Bharata, appelée Mahabharata. La guerre de Bharata est comptée dans 18 livres, et se serait déroulée 2200 ans avant Jésus-Christ. L'histoire prend place dans le grand royaume d'Hastinapura, où la dynastie Kuru est alors en place et où deux fratries, les Kauravas et les Pandavas, vont s'affronter pour le trône. Les protagonistes sont les Pandavas. Ils sont composés de Yudhishthira, l'aîné et héritier du trône, fils de Dharma, le dieu du devoir, Bhima, fils de Vayu, le dieu du vent, Arjuna, le héros de cette histoire, fils d'Indra, le dieu du ciel, ainsi que Nakula et Sahadeva, fils des dieux jumeaux Ashvin. Les Kauravas étaient jaloux de leur cousin aîné, qui ne cessait de gagner en renommée et étaient les premiers héritiers du trône. Ils firent donc construire un palais, fait entièrement de matériaux inflammables, afin de les tuer. Puis ils invitèrent leur cousin à s'y installer. Mais les Pandavas furent informés, et établirent alors des galeries souterraines et réussirent ainsi à s'en sortir. Ils positionnèrent également des corps afin de se faire passer pour morts, et purent ainsi se cacher un certain temps. Bon, jusqu'ici, j'imagine que vous ne comprenez pas grand chose, ni les liens avec One Piece, mais ne vous inquiétez pas, plus on va avancer, plus certains éléments vont vous faire tilter. Je couperai l'histoire régulièrement pour faire des apartés, et développerai les passages les plus complexes dans la deuxième partie de cette vidéo, la partie analyse. Bon, je repars. Lors de leur fuite, Bhima, un des Pandavas, rencontra une démone qui le séduisit, et ensemble ils eurent un fils appelé Ghatotkasha. Celui-ci possédait des pouvoirs magiques, une affinité avec la nuit et un appétit féroce. Le fils était puissant et sombre, au regard terrible et au corps musculeux. Après sa naissance, la mère et le fils disparurent. On va commencer par s'arrêter ici. Un personnage puissant et sombre, au regard terrible. J'imagine que ça vous parle un minimum. Gardez ce personnage dans un coin de votre mémoire, je le développerai un peu plus tard. Je continue. Plus tard, les Pandavas s'installèrent dans un petit village, mais ce village était en proie à un terrible monstre, un ogre immense. Périodiquement, le village devait lui envoyer son tribut en nourriture dans un char. L'ogre dévorait l'eau contenue, les animaux et le conducteur. Pour l'enrager, un des Pandavas mangea toute la nourriture présente dans le chariot. L'ogre en est devenu fou et un terrible combat s'ensuivit. On va s'arrêter ici. Un ogre, des tribus en nourriture, un héros qui mange toute la nourriture pour enrager l'ogre. C'est exactement ce qui s'est passé avec Big Mom sur l'île des hommes poissons. Luffy a mangé tous les bonbons pour que Big Mom focalise sa rage sur lui et non contre l'île des hommes poissons. Et c'est exactement ce qu'ont fait les Pandavas. On continue. Plus tard, Arjuna réussit à gagner la main de Drupada, la fille d'un roi puissant. Fort de cette alliance, ils retournèrent réclamer une partie du royaume à leur cousin, dont l'aîné, Duryodhana, était fraîchement devenu roi. Ils eurent après négociation une petite partie du royaume, dans une contrée reculée. Ils installèrent leur capitale dans une zone quasi désertique, et firent construire une des plus belles cités ayant jamais existé, Indraprastha. Après avoir invité les Kauravas et les avoir humiliés, ces derniers retournèrent dans leur royaume, où ils construisirent à leur tour un immense palais, fait d'arches de cristal, d'or et de lapis-lazuli. Et pour se venger, ils invitèrent les Pandavas à leur tour et montèrent un piège contre l'aîné, où dans un jeu de dés truqué, ils l'obligèrent à miser toute sa fortune et son royaume. Suite à cette humiliation, les Pandavas furent obligés de partir en exil durant 13 ans. Bon, j'espère que vous suivez bien. Je développerai une grosse partie de ce qui a été dit précédemment dans la partie analyse, parce que je ne veux pas vous perdre dans l'histoire et ça risque de vous embrouiller. Allez, on repart.
Durant cette période, ils firent de nombreux exploits dans plusieurs royaumes, se faisant ainsi des alliés. Arjuna, fils d'Indra, le dieu du ciel et des orages, était le meilleur guerrier Pandava, ayant appris de Drona, son maître, l'armement pour le maniement des armes et la capacité à tirer les yeux fermés ou dans le noir. Hop, je m'arrête là, vous avez remarqué, non? Le terme exact de son apprentissage, c'est l'armement, et la capacité à tirer les yeux fermés. Je pense que c'est assez clair, nous avons ici les prémices de ce qui deviendra dans One Piece le haki, que ce soit celui de l'armement ou celui de l'observation. Je pense que c'est limpide, j'ai pas grand chose à ajouter, donc je continue. Arjuna partit seul de son côté dans l'Himalaya et se vit remis par Shiva, Pashupatastra, une arme céleste capable de provoquer de grandes destructions. Je recoupe, arme céleste, arme antique. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, j'imagine. Allez, on continue. Il ira ensuite s'entraîner au maniement des armes chez son père, où il se vit maudit après avoir refusé les avances d'une femme. Il devra devenir une femme et vivre parmi les femmes, chanter et danser comme elle pendant 1 an, l'année de son choix. Lors de son pèlerinage, en visitant la rivière Ganga, il rencontra par hasard la princesse Ulopi, qui tomba éperdument amoureuse de lui. Mais Arjuna n'était pas intéressé par ses avances. Une princesse éperdument amoureuse du héros, qui ne montre aucun intérêt à celle-ci, pour moi c'est totalement la relation qu'a Luffy avec Bois Hancock. Bon, je continue. Il alla ensuite au palais des Nivatakavachas, une tribu de démons se situant sous les océans, où Arjuna les combattit. Puis à Hiranyapuri, un palais dans le ciel créé par la sorcière Puloma et sa tribu d'Ashura, où Arjuna anéantit également les démons. Bon, un palais sous l'océan, un palais dans le ciel, je vous fais pas encore de dessin, l'île des hommes poissons et Skypiea. De plus, ce qui est vraiment fou en fait, c'est que Hiranyapuri, la cité dans le ciel, est aussi appelée dans les textes la cité d'or. Et à Skypiea, il se trouve qu'il y a une cité d'or, il y a Chandora, et je trouve que c'est assez criant de vérité. Bon, je poursuis. Lors de la 13e année, ils infiltrèrent la cour du roi Vitara sous divers déguisements, et repoussèrent l'attaque des Kauravas, scellant ainsi leur alliance avec le roi Vitara. Se retrouvant démasqués et ne voyant aucune négociation aboutir, ils comprirent que la guerre était inévitable. Chacune des deux parties rassemblèrent leurs royaumes alliés, 7 pour les Pandavas et 11 pour les Kauravas. Et c'est ainsi que la grande guerre de Bharata commença. Arjuna contempla l'armée ennemie, où il reconnut de nombreux parents et personnes qui lui sont chères, comme celui qu'il considérait comme son père, son oncle Bhishma, qui menait les troupes ennemies, ou encore son maître Drona. Bhishma était considéré comme un puissant héros, il était symbole de vérité et de devoir, il avait également un caractère d'acier qui lui permettait de toujours accomplir ses objectifs. Un puissant héros, symbole de devoir, accomplissant toujours ses objectifs, pour moi il n'y a pas de débat sur ça, c'est totalement gars. Poursuivons. À côté d'Arjuna se tenait le dieu Krishna, venu pour le conseiller. Krishna fut également le maître d'Abhimanyu, le fils d'Arjuna, à qui il apprit les secrets de l'armement et du combat. Abhimanyu fut un des héros de la Grande Guerre, déstabilisant et perçant seul les défenses ennemies. Krishna conseilla à Arjuna de se méfier de Karna, le plus puissant guerrier des Kauravas, possédant l'arme céleste Bragavastra. Ennemis, ils avaient prêté serment de se tuer l'un l'autre, et lors de leur combat, Arjuna décapita Karna, mais il apprit par la suite que Karna était son demi-frère. Hanté par son meurtre, Arjuna prit le seul fils survivant de Karna, qu'il éleva et traita comme le sien. Ici nous pouvons clairement faire le parallèle avec Roger et Garp, qui comme Arjuna et Karna les demi-frères, sont liés par le Di. Roger se fit décapiter par le gouvernement à Lockdown, et Garp récupère Ace, son fils, et l'éleva comme le sien. J'ai pas forcément besoin de rajouter, j'imagine, c'est assez parlant, je continue. Arjuna se battit également contre Bhishma, son oncle, qu'il considérait comme un père, et dont il était incapable de vaincre au début à cause de ses réticences. Il finit par le transpercer de flèches, les larmes coulant sur ses joues. La victoire des Pandavas fut décidée quand Karna, avant d'avoir affronté Arjuna, utilisa son arme céleste afin de tuer Ghatotkasha qui s'était rallié aux Pandavas. Les Pandavas finirent par être victorieux et donc récupérèrent le trône d'Hastinapura et la paix fut à nouveau instaurée. Voilà, l'histoire est terminée, maintenant on va passer dans la partie analyse. Les Pandavas et les Kauravas seraient pour moi le miroir des Dits et des dragons célestes, qui sont au cœur de l'histoire de One Piece. Et la tentative de meurtre des Pandavas par les Kauravas ferait référence au siècle oublié où les dragons célestes auraient voulu décimer les Dits par peur de leur puissance. Ils firent construire une île artificielle, Raftel, ce serait pour ça qu'elle est introuvable avec le magnétisme. Et celle-ci aurait abrité le peuple du royaume oublié, d'où sont issus les Dits, le tout afin de les piéger et de tous les tuer.
Mais quelques dits réussirent à s'échapper, se faisant passer pour morts, et se seraient exilés pendant plusieurs siècles, et pour que leur mémoire ne soit pas oubliée, ils firent construire des poneglyphes. On peut également remarquer que les Pandavas sont 5, plus un demi-frère Karna. Ils sont donc 6 au total. Et actuellement, nous connaissons 6 familles de dits, les Marshall, les Aguar, les Monkey, les Portgas, les Trafalgar et les Goll. Et comme les Pandavas étaient les réels héritiers du trône, les dits seraient les vrais héritiers du trône, évincés par les 20 fondateurs. Les exploits dans les royaumes réalisés par les Pandavas feraient référence aux actions des révolutionnaires dans le monde, libérant des îles entières de l'oppression comme à Goa, Tequila Wolf ou récemment Lulusia, mais aussi certainement aux actions des Mugiwara, à Drum, Skypiea, Alabasta, l'île des hommes poissons, Dressrosa, etc. L'infiltration des Pandavas dans la cour du roi Vitara pourrait être une référence directe à l'actualité de One Piece, où les révolutionnaires infiltrent Marie-Joise. Les révolutionnaires, ainsi que les membres de la flotte de Luffy, empêcheraient une nouvelle attaque des dragons célestes contre Shirahoshi ou Vivi, créant une alliance avec les hommes poissons et leurs alliés, et au passage déclareraient la guerre aux dragons célestes. Les royaumes alliés réunis par les Pandavas pourraient donc faire référence aux royaumes alliés des Mugiwara participant à la rêverie, que sont Drum, Alabasta, l'île des hommes poissons, Dressrosa ou Prodence, ou encore ceux des révolutionnaires, Goa, Tequila Wolf, etc. Auxquels je pense qu'on peut rajouter les samouraïs et peut-être même Elbaf. Et ces royaumes prendraient donc parti pour les révolutionnaires, et donc par filiation pour les dits. Et le reste des royaumes se placerait du côté des dragons célestes, ou aurait une position neutre. Et enfin le dénouement de l'histoire, où les révolutionnaires représentant les dits battront les dragons célestes et le gouvernement mondial. Ils finiront ainsi par récupérer le trône, et le monde retrouvera la paix. Je peux également rajouter que ce schéma narratif, parce que c'est bien de ça qu'on parle, deux groupes ennemis se disputent un trône, une tentative de meurtre d'un groupe sur l'autre, un exil, un retour de ceux pensés pour morts, pour au final créer une guerre et la victoire de ces derniers. Ce schéma se répète à Wano, où on voit deux entités s'opposer, les Kozuki, face au groupe d'Orochi, qui tente de les tuer, il réussit à tuer Oden et brûle un château, comme pour les Pandavas. Un exil de 5 personnages, qui sont les 5 voyageurs du temps, et leur retour, pour enfin la guerre et récupérer la gouvernance de Wano. Donc on voit bien que ce schéma narratif se répète dans One Piece, et ceux qui parlent de parallélisme sont en fait pour moi des récurrences de schémas narratifs. Je pense que tous les palais de cette histoire sont compris dans One Piece. Je vous ai précédemment montré ce qui aurait pu inspirer Raftel, l'île des hommes poissons ou encore Skypiea avec Chandora. Indraprastha, la cité dans le désert où se seraient installés les Pandavas, peut correspondre à Alubarna, la grande et belle cité de l'île désertique d'Alabasta. Dans notre monde réel, les chercheurs ne savent pas réellement où est Indraprastha, mais beaucoup affirment que ce serait Puranakali. On notera une similitude certaine entre les deux structures. Puranakali aurait entre 4 et 5 000 ans suivant les chercheurs, et Alabasta nous est décrite comme ayant 4 000 ans. Ensuite, le château que les Kauravas firent construire en représailles a été fait de cristal, d'or et de lapis lazuli. Or l'or est jaune, et le lapis lazuli est bleu. Le cristal est un grand diffuseur de lumière, et je pense que de loin, le mélange des deux pourrait donner une impression d'une cité émeraude. Bon, ça reste contestable, mais moi je trouve que c'est assez parlant, et ça appellerait donc la cité émeraude dont parle Bellamy à Jaya. Pour moi, Arjuna représenterait par ses actions à la fois Garp, Dragon ou Luffy, et je vais vous expliquer pourquoi. On a vu précédemment qu'Arjuna, en récupérant le fils de Karna, a agi exactement comme Garp. On a également vu qu'il avait aussi tous les attraits psychologiques de Bhishma, le puissant héros et oncle d'Arjuna. Vous allez voir que ce schéma se répète avec Dragon et Luffy. L'entraînement d'Arjuna, le plus puissant guerrier par Drona, son maître, représenterait pour moi Dragon, qui pourrait avoir été un des premiers membres du CP0. Et Drona représenterait sans doute un membre puissant de la marine ou du gouvernement mondial, qui aurait pu former le CP0, je pense à Kong ou à Sengoku. On peut aussi noter qu'Arjuna conduit les armées face aux Kauravas, et Dragon est le chef des révolutionnaires, et conduira probablement la rébellion face au gouvernement mondial ou au Dragon Céleste, source de la guerre finale de One Piece pour moi. Dragon pourrait également être lié à Indra, le dieu du ciel et des orages, et père d'Arjuna, car oui, pour moi Dragon aurait le fruit du démon des typhons, lui permettant d'en créer et de les manipuler à sa guise, comme Indra. En effet, à Lockton, Nami nous donne toutes les caractéristiques de l'arrivée d'un typhon. La baisse de pression, le taux d'humidité, le vent, tout correspond. Et à ce moment précis qui arrive, et oui, Dragon. Et qui arrive lors de la deuxième tempête présentée dans le manga, et oui, encore Dragon. Donc pour moi,
Dragon aurait le fruit des typhons, qui serait lié à Indra, le dieu du ciel. Le départ seul d'Arjuna pour son périple ferait pour moi miroir au départ de Luffy à la conquête de One Piece, passant par une île céleste et une île sous les océans. Nous avons eu des similitudes avec la rencontre entre Luffy et Bohancock à travers Arjuna et Ilopi. Mais Luffy peut aussi être lié à Abhimanyu, le fils d'Arjuna, que le dieu Krishna entraîna à l'armement. En effet, Krishna veut dire sombre, il est donc le dieu sombre, comme Rayleigh, le roi sombre, entraînant Luffy, le fils de Dragon, au Haki. On peut aussi rajouter qu'Abhimanyu traverse seul les lignes ennemies lors de la Grande Guerre, comme Luffy à Marineford, ou même il terrasse Garp, comme Arjuna terrasse son oncle Bhishma. Et ainsi la boucle est bouclée. Arjuna représenterait à la fois Garp, qui lui-même serait également Bhishma, qu'Arjuna considère comme son père en fait. Dragon, qui serait également le miroir du vrai père d'Arjuna, le dieu du ciel Indra, et Luffy, le fils d'Arjuna, Abhimanyu. Vous vous souvenez également de Ghatotkasha, le fils sombre au regard terrible dont je vous ai parlé au début. Eh bien, comme vous le pensez, nous parlons bien de Barbe Noire. Les caractéristiques concordent quand même énormément. Et je pourrais rajouter que comme Luffy avec Arjuna et Abhimanyu, Barbe Noire correspondrait à Ghatotkasha et à son père Bhima. Ce dernier est cité comme étant un être imposant, puissant et ayant plusieurs facettes dangereuses. Et il est dit qu'Abhimanyu, le fils d'Arjuna, et Ghatotkasha sont voués à s'affronter, et ce dernier perdrait le combat. Ce qui est donc pour moi le miroir du combat entre Luffy et Barbe Noire, combat que je développerai lors de la 3e vidéo. On peut également ajouter que Barbe Noire pourrait potentiellement, comme dans cette mythologie, se sacrifier en tentant d'encaisser l'attaque d'une arme antique, ce qui ferait basculer la bataille en faveur d'Eddie et donc des révolutionnaires. Donc si je récapitule, nous avons deux schémas narratifs identiques avec deux groupes s'opposant pour un trône, des armes célestes et antiques, un palais et une île sous-marine, un palais et une île céleste comprenant une cité d'or, deux anciennes cités dans des zones désertiques, un personnage décapité, le fils de ce dernier récupéré par un autre, un puissant et vieux héros militaire, un personnage dirigeant l'armée de la révolte, un héros partant pour un périple, un antagoniste puissant et sombre au regard terrible, un dieu et un roi sombre, et enfin un ogre demandant des tributs en nourriture. Nous avons donc là, comme promis au début de cette vidéo, les grandes lignes de concordance entre One Piece et la mythologie hindoue. Donc voilà la team, j'ai terminé cette première partie. Vous avez pu voir qu'il y a énormément de points communs entre One Piece et la mythologie hindoue, et ça paraît difficile à imaginer que tout cela ne soit que des coïncidences. Et on peut aisément penser que plusieurs points encore non abordés dans One Piece le seront peut-être plus tard, comme la cité Emeraude. Mais ce n'est pas fini, et oui. Dans le récit, nous parlons d'armes célestes, correspondant aux armes antiques, et vous avez remarqué que je n'ai pas développé ce point. Eh bien, je vais l'aborder dans la prochaine vidéo, et les informations qui découlent de la mythologie hindoue sur ces armes antiques vont être énormes. Alors rendez-vous dans la partie 2.